Bonjour, je suis Juliette Cerceau, je suis coach de vie et coach parental. Je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. C'est le podcast dédié aux parents qui vous donne des outils concrets applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Aujourd'hui, je veux vous parler du fait d'être débordé. Il faut savoir que c'est le premier épisode que j'ai écrit quand ce podcast n'était encore qu'un doux rêve. Preuve que c'est un sentiment que j'ai beaucoup expérimenté. Je le ressens encore aujourd'hui, tout n'est pas derrière moi. Ce sentiment ne sera sûrement jamais derrière moi, mais je me sens moins dépassée par celui-ci. La sensation d'être débordée peut avoir une intensité variable. Le fait d'avoir beaucoup de choses à faire, d'être toujours dans le mouvement, peut très bien vous convenir. Mais lorsqu'une personne dans un couple ou lorsqu'un parent isolé se sent débordé, n'en peut plus, est au bord de la crise de nerfs, du craquage ou du burn-out parental, il est grand temps d'agir. Je dirais même que c'est un peu trop tard. Je ferai un épisode dédié au burn-out parental car je pense que cette question mérite bien un épisode en entier. La sensation d'être débordée est quelque chose qui est vraiment réel pour la personne qui ressent ça. Elle se sent seule, incomprise, déçue que les autres personnes du foyer ne tiennent pas compte de son ressenti ou l'ignorent. C'est usant pour cette personne. Elle use sa patience, sa santé, la relation avec les gens avec qui elle a décidé de faire sa vie. Et ça peut donner lieu à des choses plus graves comme une dépression, une séparation. Et lorsqu'une personne de la famille se sent ainsi, ça a forcément des répercussions sur le reste de la famille. Car cette personne est aigrie, moins patiente, peut-être qu'elle crie plus, et elle profite moins. Elle apprécie moins les moments de détente, de convivialité, de retrouvailles, car elle a toujours en tête ce qu'elle a à faire, qui l'attend et qui ne sera pas fait si elle ne le fait pas elle-même. Ainsi, les temps de détente sont toujours gâchés pour la personne qui se trouve débordée. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le fait de se sentir débordé est une émotion que l'on crée nous-mêmes grâce ou à cause, je ne sais pas, de nos pensées. Je vous ai déjà parlé de ce mécanisme dans l'épisode 2 qui s'appelle La question du bonheur. Donc je vous invite à l'écouter ou à le réécouter pour avoir plus de détails sur ce sujet. Je vais quand même développer succinctement cette idée. Par exemple, lorsque l'on voit la pile de linge sale qui attend d'être lavée, le repas à préparer, les courses à faire et tout un tas d'autres choses à faire, on se dit « Oh là là, je ne vais jamais y arriver, je vais devoir faire des tâches ménagères jusqu'à tard », sans compter qu'il y a aussi peut-être une fatigue physique qui s'ajoute à tout ça. En général, ça va avec. Or, si lorsqu'on voit la pile de linge sale, le repas à préparer, les courses à faire, on trouve une pensée alternative, l'émotion sera différente et on ne se sentira pas débordé. La pensée alternative peut être par exemple « Je fais une chose à la fois, j'ai le temps, quand ce sera fait, ça sera plus à faire, etc. etc. » Cette pensée alternative va nous aider à nous sentir mieux. Mais si on est débordé, c'est sûrement aussi parce que l'on a trop de choses à faire par rapport au temps dont on dispose. Ça, c'est mon problème. J'aimerais que les journées soient plus longues, que j'ai plus d'énergie pour pouvoir faire plus de choses. Alors je règle progressivement ce problème en acceptant que les journées ne fassent que 24 heures, que j'ai pas toujours la pêche et j'en fais déjà pas mal. Ça peut aussi être le fait que l'on veut mettre à disposition plus de temps que l'on a pour certaines tâches. Alors comment fait-on pour ne plus se sentir dépassé par un sentiment de débordement ? La situation est évidemment différente si on est en couple ou si on est parent solo. Quoique dans certaines situations, on peut mettre à contribution les enfants et ce, dès leur plus jeune âge. Je vais y revenir. Donc il s'agit de faire une liste de ce qui remplit nos journées. Vous allez écrire avec un tiret ou un chiffre devant, comme vous voulez, absolument tout ce que vous faites et vous allez chronométrer chaque chose pour donner un temps. Alors pas à la seconde près, on est d'accord, c'est juste d'avoir un ordre d'idée. Donc ça donne par exemple, préparer le petit déjeuner et le prendre, 15 minutes. Emmener les enfants à l'école, 20 minutes. Travailler, 8 heures. Rentrer à la maison dans les bouchons, 50 minutes. Prendre une douche, 15 minutes. Lire 30 minutes, dormir 8 heures, etc., etc.
et il faut que le total fasse 24 heures. S'il y a des choses qui ne sont pas quotidiennes mais hebdomadaires ou mensuelles, vous pouvez aussi le noter à côté. Je vous recommande également de faire une journée type des jours chômés. Et vous notez aussi les 2 heures de sport que vous faites dans la semaine ou le dîner entre copains ou copines. Vous faites ensuite une seconde liste sur laquelle vous notez tout ce que vous aimeriez faire, mais pour lequel vous n'avez pas le temps, et le temps correspondant. Par exemple, jouer au piano 30 minutes, dormir plus 2 heures, prendre un cours de danse 1h30, etc., etc. Dans la première liste, celle sur laquelle vous avez répertorié toutes les choses que vous faites, vous allez catégoriser les items de différentes manières. Chaque item peut se retrouver dans plusieurs catégories. Alors la catégorie 1, c'est ce qui peut être fait seulement par vous. Dormir, se laver, manger, faire la lessive si personne d'autre que vous ne sait la faire. Dans la catégorie 2, c'est ce qui peut être fait par d'autres personnes que vous. Faire la vaisselle, vider le lave-vaisselle, ranger le linge dans les armoires de chacun, etc., etc. Dans la catégorie 3, c'est ce qui est essentiel et doit obligatoirement être fait. Prendre sa douche, dormir, manger. Dans la catégorie 4, c'est ce qui n'est pas essentiel et si c'est pas fait, c'est pas grave. Par exemple, repasser les vêtements des enfants, faire la poussière sur les meubles tous les jours, laver les meubles de cuisine tous les jours. Encore une fois, mais je pense que vous commencez à avoir l'habitude sur la boîte à outils des parents, tout ça est complètement personnel. Si vous pensez que repasser les vêtements des enfants est essentiel, je vous en prie, ne vous sentez pas visé par un quelconque reproche. Je prends des exemples pour mieux illustrer mon propos, mais il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, et il n'y a bien sûr aucun jugement. Les catégories 1 et 3, ce qui peut être fait seulement par vous et ce qui est essentiel, se recoupent partiellement. Les éléments qui les composent resteront tels quels, on n'y touche pas. Encore que les compétences peuvent être apprises par d'autres membres de la famille, comme faire une lessive, la vaisselle, etc. Mais je pense que ce travail devrait être fait dans un second temps, à plus long terme. Car tout de suite, ce que l'on peut faire et qui va avoir un effet immédiat, c'est de répartir équitablement les tâches de la catégorie 2, c'est-à-dire les choses qui peuvent être faites par d'autres personnes que par vous-même. Et ici, tout le monde peut participer, les 2 parents, tous les enfants, même s'ils sont petits. À 2 ans, on peut déjà ranger le livre qui traîne par terre dans la bibliothèque. On peut mettre le linge sale dans le panier, ses chaussures dans le placard. À 5 ans, on peut mettre la table et débarrasser ses couverts à la fin du repas. À 9 ans, on peut vider le lave-vaisselle et passer le chiffon à poussière sur les meubles. À 11 ans, on peut passer l'aspirateur. À 13 ans, on peut faire la vaisselle et changer ses draps en autonomie. À 16 ans, on peut nettoyer le lavabo de la salle de bain. Bref, à n'importe quel âge, on peut faire des tâches ménagères, ce qui va avoir pour effet immédiat de décharger les parents. Concernant la catégorie 4, c'est-à-dire les tâches qui ne sont pas essentielles, et qui si elles ne sont pas faites, c'est pas dramatique, vous allez mettre toutes ces tâches, tous ces items de côté. Vous allez tout simplement arrêter de les faire. Ou alors, vous allez les faire, mais de façon plus espacée. Si vous laviez vos meubles de cuisine tous les jours, vous pouvez le faire toutes les semaines, voire tous les 3 jours si on veut faire un pas en avant un peu moins grand. Car gardez bien en tête que notre temps sur Terre est compté. Le temps est une ressource épuisable et non renouvelable. Et si on l'utilise en faisant des choses non essentielles au lieu de faire des choses essentielles pour nous, on le gaspille. Je vous renvoie à l'épisode précédent, l'épisode 10, qui s'appelle « Garder de vue l'essentiel ». Dans cet épisode, je vous parle de 2 outils qui vous aident à déterminer quel est votre essentiel et si vous y consacrez assez de temps. En répartissant plus équitablement les tâches de la catégorie 2 et en supprimant ou en espaçant les tâches de la catégorie 4, vous allez réussir à vous libérer du temps pour les activités de la seconde liste, la liste des choses que vous aimeriez faire. Si vous arrivez à avoir 3 heures en moins par semaine de tâches ménagères, c'est 3 heures de plus par semaine à consacrer à ce qui vous fait du bien. Et je vous garantis que si vous vous faites du bien en faisant du sport, du piano, de la lecture, en dormant, en discutant avec vos amis ou que sais-je encore, toute la famille en profitera. La famille sera plus équilibrée car chaque membre sera plus épanoui. Ainsi, la personne qui était débordée sera plus présente pour les moments liants et indispensables,
comme faire un jeu de société, une balade en vélo, etc., etc. Et ensuite, on pourra apprendre aux autres membres de la famille de nouvelles compétences, comme, je ne sais pas, cuisiner un plat de lasagne par exemple. Alors c'est peut-être un peu ambitieux, mais préparer les lessives, étendre le linge, n'importe quoi qui pourrait être réparti différemment pour vous libérer du temps à vous qui vous sentez débordé. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode de la boîte à outils des parents. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de trouver ce podcast plus facilement. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram sur le compte BAO des parents et j'ai également une page Facebook qui s'appelle La boîte à outils des parents. Enfin, sachez que si vous voulez progresser encore plus vite et de façon plus juste et efficace, je propose un accompagnement de coaching personnalisé, que ce soit du coaching de vie ou du coaching parental. Vous trouverez toutes les informations sur le site baodelesprit.com. À mardi prochain!